Le nouveau président gambien Adama Barrow, réfugié à Dakar, rentrera dès que possible dans son pays où s'est déployée dimanche une mission militaire ouest-africaine pour sécuriser le territoire au lendemain de l'exil de son prédécesseur Yahya Jammeh. Ces développements interviennent après 6 semaines de crise politique grave née du refus de Jammeh, battu à l'élection présidentielle de décembre, de céder la place à Adama Barrow, contraint de prêter serment jeudi à l'ambassade gambienne à Dakar. Sous d'intenses pressions diplomatiques, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO regroupant 15 pays, l'ex-président gambien a finalement accepté de se retirer après 22 ans de pouvoir et s'est envolé de Banjul pour Conakry samedi soir. Selon des sources officielles guinéennes et la CEDEAO, il a ensuite pris un autre avion pour la Guinée équatoriale, pays dont les autorités étaient cependant encore silencieuses dimanche soir sur sa présence sur leur sol, alors que le principal parti de l'opposition, la CPDS, a dénoncé la décision d'accueillir l'ex-dictateur de Gambie. Adama Barrow, à Dakar depuis la mi-janvier, souhaite rentrer dès que possible, mais la sécurité en Gambie est encore fragile, a déclaré dimanche son conseiller Mai Fati lors d'une conférence de presse à Dakar. Dans une déclaration lue en son nom par Mai Fati, Adama Barrow a souhaité que les forces de la mission de la CEDEAO en Gambie restent sur place jusqu'à ce que la situation générale sur le plan de la sécurité y ait été globalement rétablie. L'opération durera jusqu'à ce que les conditions de l'exercice effectif du pouvoir de Barrow soient réunies, avait déjà assuré le général François Ndiaye, commandant de la mission. Vétéran de la scène politique mauricienne, Anroud Junot, 86 ans, a démissionné de son poste de Premier ministre. Il lègue les rênes de son gouvernement à son fils, Prawin Junot. Premier ministre pour la première fois en 1982, il jette l'éponge après 2 ans d'exercice sur les 5 années prévues par son mandat. Le renommé, son fils, jusque-là ministre des Finances, est désigné par son père comme un leader plus jeune et plus dynamique. La démission de ce dirigeant de centre droit pourrait provoquer des remous dans cette démocratie stable. Déjà, les partis de l'opposition, même s'ils ne peuvent empêcher cette décision, ont vivement critiqué cette manœuvre. La démission de Anroud Junot est attendue pour ce lundi. Et de délégation. Comme prévu, le sommet Afrique-France a pris fin samedi à Bamako au Mali. Tout s'est déroulé dans la quiétude grâce aux forces maliennes et occidentales parvenues à arrêter de présumés terroristes qui avaient l'intention d'attaquer cette rencontre d'envergure. L'interpellation a été faite dans le nord du Mali peu avant l'événement. Le nombre de personnes arrêtées n'a pas été précisé, mais avec les kamikazes, il a été retrouvé un portable duquel l'un d'eux venait d'envoyer un message d'adieu à ses parents. Plus de 10 000 hommes ont été mobilisés pour la couverture sécuritaire du sommet et plusieurs centaines d'autres uniquement pour la sécurité des personnalités invitées. Plusieurs chefs d'État africains ont félicité le Mali pour avoir relevé le défi sécuritaire de l'organisation du sommet. Les acteurs politiques maliens, toutes tendances confondues, se sont donné rendez-vous ce samedi au pied du monument de la paix de Bamako pour condamner l'attaque suicide contre le camp du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans la 7e région du Mali qui a fait 75 morts et 115 blessés. Nous sommes venus dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de clivage politique. Nous sommes venus à dire à ce niveau qu'il n'y a pas d'origine, ni raciale, ni ethnique, ni catégorielle. Femmes, jeunes et vieux. Tous les Maliens doivent se donner la main pour que nous puissions sortir d'une situation aussi difficile. Ce grand rassemblement initié par l'opposition malienne était également l'occasion pour les acteurs politiques maliens de parler des projets de lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas uniquement les FAMA, c'est la plateforme, c'est la SEMA. Donc ça veut dire quelque part aussi que nous sommes sur la bonne voie. Que si les terroristes nous attaquent aujourd'hui sur cela, c'est que quelque part nous arrivons aussi à marquer des points. Et je crois aussi qu'au-delà de la donne terroriste, il faut aussi que l'on se prenne sur la donne narco. C'est extrêmement essentiel pour le nord du Mali aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est cette union sacrée. Vous assistez à ce rassemblement des filles et des fils du Mali. Le Maya fait des Maliennes et des Maliens les enfants d'une même mère, des mêmes pères. Nous sommes tous des frères. Et devant l'adversaire, les frères n'ont autre solution
que de serrer les coudes, de se donner la main. Disons que religieux, syndicalistes et acteurs de la société civile ont tous pris part à ce rassemblement qui avait pour slogan « Nous sommes le Mali et nous restons debout et forts malgré les attaques terroristes ». Explosion d'une voiture à Tripoli ce samedi. L'incident s'est produit près de l'ambassade italienne qui vient de rouvrir ses portes sur le territoire libyen. Le bilan fait état de 2 personnes tuées qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment de l'explosion. Une source des services de sécurité a annoncé qu'il n'était pas possible dans l'immédiat de déterminer s'il s'agissait d'un attentat ou d'une explosion accidentelle. Les victimes n'ont pas encore été identifiées, leur corps étant totalement calciné. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du lieu de l'explosion pour empêcher badauds et journalistes de s'en approcher. La capitale libyenne a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques contre des ambassades et des diplomates. Début septembre, 2 voitures piégées avaient explosé quasi simultanément à Tripoli, la première derrière le siège du ministère des Affaires étrangères et la seconde près de la base navale. Ce double attentat n'avait pas été revendiqué. L'Égypte s'invite à fond dans la crise libyenne et entend jouer un rôle de premier plan. Pour sa résolution, le pays d'Abdel Fattah al-Sisi souhaite organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux, a mentionné lors d'une conférence de presse Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères, avant de conclure. La volonté d'organiser cette réunion est là. Sa date sera décidée en fonction des engagements des dirigeants libyens. Sur place en Libye, 2 autorités politiques se disputent le pouvoir. D'un côté, le JNA, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par la communauté internationale, et de l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. Ce Parlement a apporté son soutien à l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar qui conteste le JNA mais est soutenu par plusieurs pays arabes comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou encore la Jordanie. Parvenir à amener les 2 blocs à parler d'une seule et même voix ou tout de même regarder dans la même direction, la mission s'annonce plus que délicate. Une veste intelligente capable de diagnostiquer la pneumonie plus rapidement qu'un médecin et devant permettre de mieux combattre une maladie qui fait plus de victimes infantiles qu'aucune autre au monde. L'idée est venue d'Olivia Kuburongo, 26 ans, membre d'une équipe d'ingénieurs marquée par les nuisances que cause une telle maladie. La pneumonie est un gros problème, surtout en Afrique subsaharienne, à cause de la pollution atmosphérique qui vient de l'environnement encombré, des fumées, des carburants et aussi du froid en altitude. Ma grand-mère était malade sur son lit de mort. Elle venait de changer d'hôpital et en arrivant au nouvel hôpital où elle était en soutien respiratoire, ils ont réalisé que le diagnostic du premier hôpital n'était pas bon et il était maintenant trop tard pour la sauver. Avec cette invention, Olivia et les siens espèrent pouvoir éviter à l'avenir ces cas de décès. Le problème que nous essayons de résoudre est de diagnostiquer la pneumonie à un stade précoce avant que ça devienne grave et nous essayons aussi de résoudre le problème du manque de personnel dans les hôpitaux parce qu'actuellement nous avons un docteur pour 24 000 patients dans le pays. Si l'expérience se révèle concluante en Ouganda, elle pourra être rééditée dans d'autres pays africains et dans d'autres endroits du monde où la pneumonie tue des milliers d'enfants. Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche soir du premier tour de la primaire organisée par le PS et aborde le second avec un net avantage face à Manuel Valls grâce au soutien apporté par Arnaud Mombou, 3e homme comme en 2011. En fin de soirée, sur quelques 1,33 millions de bulletins dépouillés, Benoît Hamon arrivait en tête avec 36,3% des voix, suivi de Manuel Valls
avec 31,1%, l'ancien ministre de l'Éducation creusant davantage l'écart au fur et à mesure de la soirée. Suivent Arnaud Montebourg avec 17,5% de suffrages, puis Vincent Payon 6,8%. Le bon score de la gauche du Parti socialiste dimanche, près de 55% des voix, et la mise en minorité de la ligne politique et économique du quinquennat incarné par Manuel Valls, s'il se confirme dimanche prochain, pourrait faire les affaires d'Emmanuel Macron. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon. Je vous invite à faire de même, a déclaré dès 21h Arnaud Montebourg, qui a raté son pari en ne faisant pas mieux qu'en 2011, mais se retrouve à nouveau dans la position du faiseur de roi. La participation est toutefois à comparer aux 2 700 000 de votants du premier tour de la primaire d'octobre 2011 et surtout aux 4,3 millions au premier tour de la primaire de la droite. Mais à 3 mois de la présidentielle, quel que soit le gagnant, il sera pris en auto sur sa gauche par Jean-Luc Mélenchon et sur sa droite par Emmanuel Macron, systématiquement placé devant le candidat PS dans les intentions de vote jusqu'à aujourd'hui.